Et on parlait tantôt avant la pause de la Gambie où le président a lancé son propre parti politique en vue de la présidentielle. Il s'agit du National People's Party, le NPP. Ça existe déjà au Ghana. Oui, NPP. National Patriotic Party, c'est ça qui est au Ghana. Parti, mais samedi au lancement, Adama Barrow n'a pas clairement laissé entendre qu'il allait être candidat. Mais ça, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. C'est connu de tout le monde. Ouais, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. C'est comme on nous dit maintenant, quelqu'un qui n'a pas de maison, qui est peut-être en location, hein, et qui est en train de construire une maison, et on attend qu'il nous dise qu'il va l'habiter. Donc, on n'en a plus besoin. Je pense que c'est dans le cadre de la présidentielle qu'il est en train de bâtir son parti. C'est une stratégie de guerre. C'est dans son ADN. Le parti, c'est pour pouvoir accompagner le mouvement qu'il veut créer, pour pouvoir accéder encore, bien sûr, maintenir au pouvoir. Donc, son second mandat. Donc, ce n'est que dans ce sens. Hein. On n'a pas besoin qu'ils nous le disent clairement. C'est ça, vous l'avez dit directement, c'est un secret de polichinelle. Il est là. Il compte toujours être là. Il compte toujours être là. Donc, il n'a pas besoin de nous dire cela. Il n'a pas besoin. Moi, je dis aussi que devant lui, les Ivoiriens disent ce n'est qu'un champ de maïs. Hein. Il n'y a pas grand-chose devant lui. Ouais, en face, il n'y a rien, quoi. Il y a fruit. Donc, je pense qu'il est parti encore pour conquérir un autre mandat. Maintenant, est-ce qu'il répond réellement aux attentes des Gambiens? Là, c'est le bilan. Que, ouais, c'est la Gambie est sortie de ce que tout le monde qualifie de dictature implacable, mais quand même, vous avez su les dépêches qui ont circulé à un moment donné où des gens, les Gambiens, regrettaient l'époque Yaya Jammeh. L'époque Yaya Jammeh, sur tous les plans, à cause d'un certain nombre de désordres, de corruption qui s'incrustent dans la société gambienne. Il disait que au moins avec Yaya Jammeh, il y avait quand même une certaine discipline dans le comportement. Si je dis discipline, ce n'est pas à la militaire, hein, c'est pas une discipline martiale, hein, mais discipline dans le respect de la chose publique dans la société gambienne. Mais maintenant, c'est la corruption qui gangrène, c'est le laisser aller, c'est des réseaux qui se forment un peu partout, c'est des réseaux, si je parle de réseaux, c'est réseau des profiteurs sur les biens de l'État. Et donc, les gens regrettent l'époque gambienne, mais qui sera le porte-flambeau maintenant pour pouvoir affronter valablement et incarner l'espoir des Gambiens pour un changement de l'ère d'Adama Barrow et en même temps essayer d'amener la société gambienne vers la vraie démocratie, la réelle, où la parole donnée devait être respectée. Qui? Bon, on attend de voir. En politique, avec c'est pas trop tard. l'arrivée au pouvoir d'Adama Barrow, il y a eu quand même du changement, notamment sur le plan de la liberté, liberté d'expression, liberté d'association. On ne peut pas non plus dire que son arrivée au pouvoir est complètement négative. Oui, sur cet aspect, en matière de l'état de droit, quand nous parlons de liberté d'expression, de manifestation, d'association, ce qui n'était pas possible au temps des pires, enfin des moments redoutables de Yaya Jammeh. Donc il faut que tout ça là, il faut le mettre à son actif. Les Gambiens sont libres. Il y a eu des témoignages, les gens ont témoigné, avisé et découvert ce qui n'était pas le cas sous Yaya Jammeh. Maintenant, dans le panier de la ménagère, qu'est-ce qui a changé? C'est cet aspect-là. C'est peut-être que, vous savez, avec Yaya Jammeh, il faisait de Papa Noël aux gens, hein? Papa Noël aux gens. Donc, les gens pouvaient manger à tout moment si vraiment il le décide. Donc, comme c'est de sa nature. Bon, peut-être ce qui n'est pas le cas de Yaya Jammeh. Vous savez,
Ça nous rappelle aussi le temps de Gnassingbé Yadema, qui faisait l'argent circulaire. Aussi, quand les gens... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes... Quel argent circulaire? Quand ils n'ont pas... Il y a beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas d'argent aujourd'hui, ils se rappellent le temps de Gnassingbé Yadema. Qui circule plus. C'est l'argent de la corruption. Non, je ne sais pas. Ça, c'est pour répondre à Baptiste Talon. Donc, au temps de Yaya Jammeh, c'était ça, ce qui n'est pas le cas sous Adama Barrow. Mais il faut reconnaître quand même que la Gambie, quand même, a eu certaine visibilité en matière de respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Donc voilà, la liberté est chère et les gens préfèrent être libres de parole et libres de leur mouvement, et ce qui ne peut pas être comparable à un régime où tout le monde était crispé, les gens n'avaient pas cette liberté de s'exprimer. Donc, je crois qu'il a fait 3 ans, il est dans sa quatrième année. L'élection a lieu en novembre prochain. En novembre prochain, donc il est presque à la fin de son mandat vraiment. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être un mandat de 4 ans depuis 2016, 2017. Okay, bon, donc je crois quand même que les Gambiens, beaucoup de Gambiens peuvent lui accorder encore un second mandat au nom de la liberté, de la justice. Maintenant, en face de lui, qui pourra faire le poids en face de lui, ça doit être les ex-collaborateurs de Yaya Jammeh. Est-ce que pour ressusciter le parti de Yaya Jammeh face à Adama Barrow, c'est la question qu'on peut se poser. Mais quand même, l'État gambien s'est mis en place avec Adama Barrow, et ça, je crois quand même qu'il faut l'apprécier. Alors forcément, un Adama Barrow, candidat en novembre avec son parti NPP, a beaucoup de chances de l'emporter. Oui, c'est clair. Il n'y a même pas à chercher de midi à 14 heures. C'est ça, du moins pour le moment. Les pronostics pour le moment, pronostics à vide. Je n'ai pas un institut de sondage, mais tout le monde sait que pour le moment, il n'y a pas une opposition de poids devant lui. D'accord, on passe maintenant au second sujet, c'est le Niger. Nous allons parler de la présidentielle avec une question. Maman Ousmane peut-il refaire son retard sur Bazoum? La campagne pour le second tour de la présidentielle s'est ouverte hier. Ce second tour a lieu le 21 février prochain. D'ailleurs, c'est hier que la Cour constitutionnelle nigérienne a validé définitivement les résultats du premier tour. Un premier tour qui place donc en tête le candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, avec 39,30%. Et il est immédiatement suivi de Maman Ousmane du Renouveau démocratique et républicain RDR Tchandji, qui arrive avec 16,98% des voix exprimées. Pasteur Edo, ça fait 23% qui séparent les deux. Mathématiquement, est-ce que c'est possible de rattraper un aussi grand retard? Oui, non, c'est possible. C'est possible parce que Bazoum, on estime que Bazoum a déjà fait le plein au premier tour, avec toutes les artilleries du pouvoir, tout ce qu'on pouvait mettre. Maintenant, face à un Ousmane qui peut renverser la tendance déjà avec les alliances qu'il puisse avoir. Donc tous ceux qui veulent renverser, renverser en termes politiques le régime, le régime du président sortant, Mamadou Issoufou, donc vont se mettre du côté de Ousmane pour pouvoir faire alliance et puis renverser la tendance. C'est possible. On se rappelle encore, je crois que ça doit être dans un pays, en Guinée, où 2010 Diallo, premier tour, 44%, Alpha Condé 18%, mais avec les alliances, Alpha Condé a pu gagner au second tour. Bon, mais c'est vrai quand même que ça a été vraiment, ce n'était pas... Il y avait quand même beaucoup de l'eau. Il y avait eu beaucoup de techniques de gagne. Sous le pont, de victoire. Sous le pont, donc c'était ça. Mais je crois quand même que... Mohamed Bazoum va avoir de sérieux soucis à se faire. Mais vous savez, c'est le parti au pouvoir. D'autres qu'ils ont mis tout ce temps-là, du 27, je crois que c'est du 27 décembre. Oui, 27 décembre. Jusqu'à maintenant, presque un mois et demi, pour pouvoir lancer la campagne. C'était dans l'esprit peut-être d'arrondir les angles. Et
et avoir beaucoup de ralliements et surtout voir ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est constitutionnel cette période. Je ne sais pas si c'est constitutionnel. Oui, chez eux, il me semble, c'est constitutionnel. Ah bon, donc si c'est presque 2 mois séparent les deux tours. Si 2 mois, si c'est constitutionnel, je pense quand même que donc ils sont dans les règles, ils sont dans les normes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Il va falloir que le président sortant, Mamani Issoufou, puisse se mettre dans la danse du côté de son dauphin pour avoir la victoire. Mais ce serait aussi bien quand même que l'opposition, ça va être quand même une alternance. Vous savez, depuis l'indépendance du Niger, il n'y a jamais eu un transfert pacifique du pouvoir. C'est ce que nous allons avoir certainement bientôt au Niger, et c'est de bonne guerre. Bon, donc, ça va être très serré. Bazoum ne va pas s'avouer vaincu. Ousmane et son camp vont mettre beaucoup de trucs dans la bataille. Et ce que va nous offrir la démocratie, cette élection au Niger, ça nous importe vraiment parce que le coup KO a passé dans presque tous les pays anglophones comme francophones. C'est un pays francophone qui nous offre quand même quelque chose qui est intéressant, un beau spectacle, et que le meilleur gagne pour la survie de la démocratie dans l'espace francophone. Le second tour se jouera plus sur les jeux d'alliance. Naturellement. Ouais. Là-dessus, on sait que Bazoum n'est pas parti favori. Très favori. Il faut les alliances. Jusqu'alors... Peut-être la mathématique, c'est qu'on avait 30 candidats au premier tour, donc 2 se sont dégagés, il reste 28. Et sur les 28, 17 choisissent de soutenir Maman Ousmane. Qui était déjà dans une coalition de 18, y compris le parti de Maman Ousmane. Et donc, c'est déjà... Et surtout l'ex-premier ministre qui va encore appeler, encore à voter pour Ousmane. Oui, bien sûr. Voilà, oui, qui n'est pas rien au Niger. Mais est-ce qu'on se demande si ce n'est pas ces partisans qui ont donné d'ailleurs ce premier score à celui-ci. Ce serait aussi compliqué pour Mohamed Ousmane aussi. Mais il faut voir qu'au niveau des alliances, ils sont partis favoris. Quand bien même du côté de Bazoum, on voit seulement 2 partis phares, l'ANDP, Zamalaïa de l'ancien colonel, du feu colonel, et puis RPP Faria, les 2 partis qui sont arrivés à 7e ou 8e de la présidentielle passée. Est-ce que ajouter à ça mathématiquement, ça répond? Non. Mais je pense qu'il y a des indécis à conquérir. Oui. Parce qu'il y a d'autres partis, des partis qui n'ont pas encore dit leur mot. Voilà. Et il n'est pas aussi dit obligatoirement que les consignes de vote seront respectées. Donc, comme il a dit, si le président sortant venait à rentrer dans la danse avec son aura, avec la respectabilité qu'il s'est conférée en respectant la Constitution et en démontrant quand même le côté honorable et honoré du Niger sur le plan international, dans le Conseil des Nations, où tout le monde, la mode maintenant, c'est de tripatouiller la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir, comme l'a fait Alpha Condé, Alassane Ouattara et les autres, juste à côté de nous ici au Bénin. Comment il s'appelle? Patrice Talon aussi, qui manipule les trucs là-bas. Donc, lui, il a quand même s'est conféré une honorabilité qui pouvait jouer en sa faveur. Et donc, aux yeux des Nigériens, c'est une personnalité très, très, très crédible. Et donc, quand il rentre dans la danse... C'est désormais le père de la démocratie nigérienne. Je pense que... Non, est-ce que c'est le père? Mais il est venu quand même consolider la démocratie nigérienne.
nigérienne. Et donc, quand il va rentrer dans la danse, je pense que il va grignoter, ça va beaucoup compter. Ça va beaucoup compter. Et là, il va travailler beaucoup sur les indécis et essayer de ratisser l'âge aussi dans les autres parties aussi pour pouvoir aider Bazoum à avancer. Mais si je vois les choses de près, s'il faut pronostiquer, ça peut échouer, hein, mais s'il faut pronostiquer, je vois plutôt Bazoum passer. Bazoum passer, d'accord. Ouais. Quand on prend le taux de participation au premier tour, il était quand même très fort. Presque 70% de participation. Je pense qu'on a 69,60 et quelques % de participation. Alors donc, ceux qui ne sont pas allés voter ne sont pas très très nombreux. Alors ça va se jouer, on le dit, sur les jeux d'alliance. Actuellement, 18, donc la coalition de l'opposition accompagne Ousmane. Officiellement, Bazoum n'a pas encore engrangé de soutien. Oui, là, c'est un peu ça. Comme on le dit, l'entrée probable de l'ex-président va jouer peut-être. Le président, hein. Le président sortant. Le président sortant, ben, s'il me voit maintenant, il ne va pas me faire cadeau. Comme je suis en train de l'accompagner pour qu'il parte plus rapidement. Non, le président sortant, son entrée va quand même booster. Lui aussi, il traîne, il traîne un boulet, n'oubliez pas, une affaire de corruption au sein de l'armée qui a été révélé pour le commandement son fils même est impliqué, des équipements militaires. Et beaucoup de Nigériens ont envie de tourner cette page. Des équipements militaires, c'est vrai quand même qu'il y a ce dossier qui est là. Il y avait même eu un audit. Il y avait même un audit. Mais le fait qu'il ne se présente pas, comme ce qui est à la mode. Hein, Bazoum, ministre de la Sécurité. Oui, donc ce qui est à la mode. Oui, Bazoum, c'est son dauphin. Oui, ministre de la Sécurité. Il a le droit. On parle de détournement. Constitutionnellement. De la Sécurité. Oui, bon, de toutes les façons, je crois quand même que c'est un peu ça. Vous savez, les Nigériens vont vouloir quand même peut-être sur cette affaire-là, ne pas lui accorder leur voix. Et tout va se jouer en faveur de Ousmane. Mais je crois quand même qu'il y a 30%, on ne peut pas atteindre 600%. Peut-être que 10% peuvent venir s'ajouter au taux de participation. Donc, ça fait 80%. Ces gens-là vont voter pour qui? Personne ne sait. Donc, comme je le dis, le jeu est encore ouvert. Un premier tour. Le jeu est ouvert, un premier tour. Moi, je parierais plus pour une baisse du taux de participation au second tour parce que certains peuvent se dire, bon, de toute façon, mon candidat n'est plus passé, j'ai plus besoin d'aller voter. Non, voilà. Peut-être qu'il revient à ces candidats qui sont en alliance avec Ousmane, c'est à eux maintenant de motiver. Ils font partie des indécis. De motiver ces électeurs-là pour pouvoir apporter leur choix sur Ousmane. Donc, comme on le dit, la démocratie nigérienne a pris du coup une certaine ascendance dans la sous-région et c'est ce qui nous intéresse. Donc, pronostiquer, moi je dis que on veut comme une autre manière de gouvernance au Mali, au Niger, et que ça doit être Ousmane, ça fera quand même du bien, et que Bazoum et tous les autres vont faire l'expérience. C'est un ancien président. C'est un ancien président aussi. Donc certainement, on dirait qu'il n'y a rien du nouveau sous le soleil. On dirait qu'il n'y a rien du nouveau sous le soleil. Bazoum n'a jamais eu à gouverner. Bon, il a été premier ministre. Les Maliens aussi, les Nigériens peuvent aussi surfer sur ça pour dire Ousmane a déjà dit, mais il n'était pas allé au bout. Il a fait 3 ans. Il a fait 3 ans, il a été renversé. Bon, donc est-ce qu'il faut lui donner le temps de revenir pour voir, pour faire de quoi il est capable? Donc je crois que tous ces facteurs-là sont à considérer dans la situation actuelle. Bon, donc, comme on le dit, le jeu est tellement ouvert que le meilleur gagne, que le meilleur qui aura proposé quand même, qui aura un programme de société et qui convient aux Nigériens. Il y a 10 partis qui étaient au premier tour, qui ont décidé de se mettre ensemble. Ils forment l'Alliance des candidats pour le changement. Ils ont à leur tête l'ancien président Salou Djibo, celui qui a dirigé la transition. Et eux proposent un soutien au second tour à tout candidat intéressé. Sauf qu'à eux 10, il faut partager le pouvoir. Ils font juste à peine 10% des suffrages.
Il faut partager le pouvoir. Oui, bien c'est beaucoup. C'est beaucoup. Eux, ils attendent de Si on fait partager la le pouvoir. mathématique, C'est 10% plus 39%, ça fait Avec 49. 49%. Il y a pas 60%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que si vous avez réellement leur voix, en plus des indécis, Oui. une grande partie des indécis. Bazoum pourra vous passer. Bazoum pouvez pourra passer. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas à négliger. Ils ne sont pas à négliger. Et je pense que Bazoum ne va pas rater l'occasion de leur faire la cour et de les mettre dans sa poche. Et je pense que eux aussi, en ne s'affichant pas clairement jusqu'alors, voudraient réellement que quelqu'un les approche de façon sérieuse. Et ils font obligatoirement les yeux doux à Bazoum. Obligatoirement les yeux doux à Bazoum parce que qui parle de ceux qui ont conduit la transition, qui parle de Salou Djibo, parle quand même du pouvoir sortant, hein? Parle quand même du pouvoir sortant. S'il n'y a pas un grief sur le choix des candidats, vous savez que ça donne toujours beaucoup d'empoignades. Hein? Non, ça a plutôt crispé, hein. Crispé, ça a divisé. Mais s'ils arrivent à surmonter ça, je pense que si, en plus de Zamalaïa et de RPP, je pense que si on ajoute cette coalition de Salou Djibo, je pense que Bazoum peut avoir des arguments à faire valoir. Non, ce qui avait joué toujours en défaveur de Bazoum au premier tour, c'est le choix sur lui qui n'est pas accepté, qui n'était pas accepté par beaucoup de personnes. Il y avait donc une certaine... Au PNDS, donc ils n'ont pas soutenu parce qu'on estime que... Mais ils ont actuellement le soutien du PNDS. Bon, oui. On fait avec. On fait avec. Et les gens peuvent même souhaiter qu'il ne passe pas. Ouais. Il y a des gens, même il y a des gens proches qui vont dire non, ils ne souhaitent pas qu'il passe aussi. Donc tout ça là, c'est ça qui avait vraiment joué en défaveur durant la campagne, de Bazoum. Ils n'ont pas raté sur ses origines. Oui, il serait minorité. De la minorité arabophone. Et ça a une résonance particulière au niveau du Niger. Donc, cette minorité arabophone, bon, donc je crois tout ça là. Bon, je pense que ceux qui sont le plus redoutés, c'est les Touaregs. Oui, bon, mais quand même, il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas négliger. Bon, donc, je crois tout cela, c'est ça qui diminue, enfin, s'il faut le dire, qui diminue Bazoum. Mais il faut toujours avoir à l'idée que le deuxième tour au Niger est toujours serré, toujours ouvert, et celui qui va pronostiquer, en tout cas, il faut quand même attendre pour voir ce qui va se passer. Il a déjà pronostiqué. Hein? Il y a aussi du côté de Maman Ousmane, l'autre ogre même de la politique nigérienne, c'est Ama Amadou. Qui est pratiquement à lui tout seul le gros du réservoir de voix de Maman Ousmane. Oui, mais naturellement. Ce qui est intéressant au Niger, c'est qu'il y a des anciens premiers ministres, il y a des anciens présidents qui sont là, et tout ça là, c'est vraiment, moi, ça m'intéresse vraiment. C'est un vieux briscard de la politique nigérienne. Ah oui, un vieux briscard, vraiment. Il maîtrise bien les rouages. Il est très souvent à Lomé. Hein. Oui. C'est quelqu'un que je connais personnellement. On le connaît, moi aussi, je le connais bien. S'il gagnait, je serais très, très, très content. Et vous savez, sa popularité, c'est ça d'ailleurs qui a été la base de son des harcèlements qu'il a subi avec cette affaire de bébé. Oui. Moi, j'étais à Tilaberi avec lui. Et quand il a mené un meeting là-bas, et juste après, ça a commencé par lui créer des problèmes. Parce que Tandja, avec son slogan de changement Taherche, ne s'attendait pas à ce que Amadou puisse mobiliser des gens à Tilaberi de la sorte. Et quand il est revenu de ce meeting, son malheur a commencé. Jusqu'à ce qu'il ne quitte le pays, il est poursuivi, on a inventé des choses sur sa tête, mais il faut reconnaître, comme je l'ai dit au départ, c'est un très 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 vieux, un grand vieux briscard de la politique nigérienne qui maîtrise bien les rouages de la politique nigérienne, et donc il faut toujours
compter avec lui. Et donc, sa capacité de mobilisation, de persuasion, c'est un bon harangueur de foule. Je pense que ça va beaucoup jouer aussi. On le voit même, on le va revenir aux affaires si Ousmane passe, donc on le voit Premier ministre, et puis bon, parce que il faut admettre qu'il a donné beaucoup de choses à Ousmane. Sa voix va toujours encore compter pour ce second tour, ce second tour pour que Bazoum ne passe pas et ça lui ferait quand même un retour aux affaires. J'admire son courage. Le Niger, c'est quand même un grand pays en termes d'élections. Ça fait 6 millions de 7,4 millions d'électeurs attendus aux urnes dans 16 circonscriptions. Un pays également en proie, Dimas, à la crise. Une attaque djihadiste. Bon, le premier tour a été relativement calme. On espère la même chose pour le second tour. Oui, c'est tout ce qu'on peut demander à la France. De tout faire pour que ces chiens de chasse puissent être mis en laisse pour que le Niger puisse passer cette étape. Pour les chiens de la France n'aboient pas. Oui, bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Ils ont tout. Ils ont l'uranium de la France, ils ont l'uranium du Niger, ils ont les minerais. Avec Areva, ils ont changé Areva, je crois. Ils n'ont qu'à quand même laisser la main libre au peuple nigérien de mener leur jeu politique. Et quand ça va finir, ils vont aller dans leurs alliances contre notre négociations avec nos pays africains et qui leur a permis d'avoir toujours la part du lion. Ils en ont toujours eu. Donc, ils n'ont qu'à au moins nous laisser mener nos jeux. Contrairement au Mali, je pense que le Niger, c'est relativement calme de ce côté-là. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Tout ce qu'on peut leur souhaiter de mal, c'est que cette élection puisse se dérouler. Comme au premier tour. Comme au premier tour, pacifiquement. Donc, qu'on assiste à cette première passation de pouvoir entre deux présidents élus. C'est quand même curieux, 60 ans d'indépendance, aucun président n'a passé le témoin à l'autre. Oui, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. 60 ans. 60 ans, aucun chef d'État n'a passé le témoin à l'autre. Donc, c'est ça. Vous pouvez, je ne veux pas faire de nivellement vers le bas, mais est-ce que vous pouvez calculer combien d'années ces grandes démocraties ont pris avant d'en arriver à ce qu'ils ont à l'étape où ils sont actuellement. Oui, mais ça fait depuis 200 ans que au niveau des États-Unis, on se passe les mains. Oui, mais les États-Unis ne sont pas nés 200 ans. Oui, c'est pas 2 siècles. L'histoire des États-Unis, c'est pas 2 siècles. Non, 2 siècles, ça fait 1000. Oui, mais quand même, ce qu'on était de dire à un moment donné, sous la domination anglaise, depuis qu'ils sont indépendants, nous parlons de leur indépendance. Ça n'a jamais été. Les États-Unis n'ont jamais été un État qui existe. C'est un État formé de toutes pièces. Les États-Unis n'existaient pas. Oui, vous êtes d'accord avec moi. L'État qui existait, c'est les Indiens. Ils ont été là-bas, ils ont décimé les Indiens. Le génocide indien, ils ne veulent pas en parler jusqu'à maintenant. C'est ça la démocratie? Ce n'est pas ça la démocratie. Ce qu'on est en train de dire, quand même, on a décimé quoi là pour que ceux qui ont fui, l'Europe puisse se mettre ensemble là-bas. C'est plus facile. J'aurais voulu que vous me donniez l'exemple de la France, de la Grande-Bretagne, pour me dire que oui, c'est une démocratie née tout dernière. Voilà, une vieille démocratie. 60 ans sans passer de témoin. 60 ans, ce n'est pas extraordinaire. Je pense que le progrès que l'Afrique fait, nous devons quand même noter ça aussi. C'est des générations qui se succèdent. Et vous allez voir que la façon dont l'ancienne génération, du moins c'est la génération à qui on a imposé, je peux dire ainsi, cette façon de mener la démocratie. La façon dont cette génération a été un peu réfractaire, vous allez voir qu'il y a quand même de l'amélioration un tout petit peu. Et je pense qu'on va en arriver. Personne n'a dit ce qu'on vient. Personne n'a dit. Juste, c'est un constat. Il ne faut pas jeter le bébé.